Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la review du chapitre 270 de Tokyo Revenger, un chapitre qui poursuit le flashback de Shinjiro Sano et dans lequel on aura une nouvelle fois une révélation sur un voyageur temporel. Alors, que ce soit l'évolution de Baji et de Sanzu dans cette nouvelle timeline, celle de Shin liée au destin tragique de Mikey, ou encore la découverte d'un nouveau voyageur temporel, je vous propose d'explorer les éléments qui nous sont donnés dans ce tout nouveau chapitre. Mais avant de débuter, comme d'habitude, et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus. Également, la chaîne dispose d'un serveur Discord dont vous trouverez le lien en description, donc n'hésitez pas à le rejoindre afin qu'on puisse échanger tous ensemble. Bref, ceci étant dit, et c'est sans plus attendre que je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer les éléments qui nous sont donnés dans ce tout nouveau chapitre. Le chapitre 270 débute donc immédiatement dans le flashback de Shinjiro, quelques années après l'accident de Mikey, le plongeant dans un état végétatif. En effet, dans les premières pages, on pourra voir l'ancien capitaine des Black Dragons en voiture et en compagnie de Baji se rendant au pénitencier pour aller récupérer Sanzu après que ce dernier ait purgé sa peine de 1 an de prison. Et c'est via ces quelques cases que nous pourrons constater l'évolution des amis les plus proches de Mikey dans cette timeline, à savoir Sanzu et Baji. Et si on commence avec Baji via la conversation qu'il a avec Shinjiro, on constate que ce dernier sèche régulièrement les cours, pour ne pas dire tout le temps les cours, et ce, pour traîner dans les rues. Il s'agit d'ailleurs d'un comportement qui sera pointé du doigt par Shinjiro Sano, mais qui sera justifié ou plutôt pris à la légère par Baji, qui indiquera ne pas s'épanouir dans cet environnement. Et ici, bien que l'œuvre principale ne nous donne pas réellement de comparatif sur Baji et sa relation avec l'école, c'est plutôt le bouclier sur le personnage qui nous donnera des informations sur ce sujet. En effet, dans ce spin-off, on sait que Baji avait des difficultés scolaires, mais contrairement à cette première timeline, le personnage avait décidé de persévérer pour rendre fière sa mère, comprenant ainsi la nécessité de recevoir une éducation. Ainsi, c'est peut-être parce que le tomate n'a pas été créé et parce que ce dernier n'a pas été co-responsable, on va dire, de la mort de Shin, que Baji n'a pas forcément eu la structure et l'électrochoc nécessaires pour pouvoir se concentrer pour obtenir un avenir meilleur. Maintenant, en ce qui concerne Sanzu, la raison pour laquelle il se retrouve en prison nous montre qu'il a toujours la même obsession, même dans cette première timeline pour Mikey. En effet, c'est quelque chose qu'on aurait pu croire lié à la réception de ses cicatrices par le capitaine du Toman, bien que avant cet événement, dans la première timeline de l'œuvre, le personnage avait évoqué sa volonté d'être aussi fort que Baji et que Mikey. Ainsi, ces paroles pourraient nous confirmer qu'il a toujours pris Mikey au moins pour un exemple, et que son amour pour le capitaine serait sincère, bon, frôlant la psychose, mais sincère. Ainsi, c'est pour défendre l'honneur de son ami que Sanzu a tranché ses amis, un élément qui nous rappelle curieusement l'action du vice-capitaine du campement du Kai sur Mochi au début de l'arc Boten, une action qui avait pour but de protéger son roi, bien que son comportement lors de l'arc Tenjiku était assez ambigu. D'ailleurs, quelque chose que l'on peut noter, c'est que le comportement de Sanzu reste encore ambigu lors de cette bataille. En effet, bien qu'il soit au courant du rôle de Shinjiro Sano en tant que voyageur temporel et de sa mission qui était de sauver Mikey, ce dernier persiste à vouloir pousser Mikey dans les ténèbres, bien que Takemichi ait indiqué que cette route-là causerait la perte du personnage. De ce fait, cette ambiguïté pourrait nous laisser penser que le personnage ne nous a pas encore tout révélé et que son obsession pourrait cacher quelque chose d'autre. Bref, quoi qu'il en soit, ce sont les éléments que je voulais mettre en avant dans cette première partie, ce qui est chose faite. Je vous propose donc de passer à la seconde partie, celle consacrée à Shinjiro Sano et à la mort de Mikey. Alors que Sanzu, Baji et Shin rendent visite à Mikey, on comprend dans les premières cases que l'état de santé du futur capitaine s'est dégradé, juste en constatant son apparence très maigre et sa conscience qui semble encore plus déconnectée. En effet, alors que Sanzu se rend compte difficilement que Mikey ne semble plus réellement être présent dans son corps, le personnage aura une discussion avec Baji dans laquelle on en apprendra plus sur la famille Sano et la vie de Shinjiro. En effet, dans ce passage, on comprend que le grand-père Sano est décédé, ce qui est différent des autres timelines, mais également que Emma a fini par fuguer de son domicile. Un élément qui peut sembler assez surprenant, connaissant Emma et sa bienveillance envers ses frères. Et ici, on peut complètement imaginer que c'est dû à la situation de Mikey. En effet, le fait que Mikey ait subi cet accident a fait que la vie des Sano s'est entièrement concentrée vers Mikey, quelque chose qui peut être psychologiquement assez dur à vivre, étant donné que le personnage perd de plus en plus sa conscience et qu'aucune solution semble possible pour pouvoir le sauver. Ainsi, c'est à cause de cet élément que la famille Sano a fini par se démanteler, quelque chose que l'on peut retrouver également dans la timeline de l'œuvre, avec la mort de Shinjiro Sano, celle d'Emma et le basculement de Mikey dans les ténèbres. Ainsi, dans ce passage, en comprenant que c'est désormais seul que Shinjiro Sano porte sur ses épaules le destin de Mikey, élément qui le pousse à jongler avec ses cours et son job d'aide-soignant au sein de l'hôpital pour pouvoir s'occuper au plus près de son petit frère. D'ailleurs, cette double casquette ne sera pas forcément la seule chose que Shinjiro Sano fera pour son frère, car on y apprendra qu'il trempera dans des affaires assez louches et qu'il fera appel à des organisations religieuses assez louches pour pouvoir tenter de sauver son frère, quelque chose qui montre sa détresse et qu'il est prêt à tout pour pouvoir résoudre la situation.
Et malgré ces tentatives, on apprendra que c'est seulement un mois après la visite des 3 personnages que Mikey trouvera la mort, un élément tragique qui viendra complètement dévaster Shinichiro Sano. Et c'est d'ailleurs suite à cela que Kenwaku nous offrira une image qu'on ne pensait peut-être pas voir il y a de cela quelques semaines, celle de Shinichiro Sano complètement dévasté par la haine et martelant le mur de coups de poing, quelque chose qui peut un peu choquer mais qui est assez compréhensible. En effet, si on se souvient des éléments qui nous ont été partagés la semaine dernière, on sait que Shinichiro Sano avait fait la promesse sur la tombe de son père de veiller sur Emma et sur Mikey, et bien qu'on n'aura pas forcément la présence d'Emma dans ce flashback, on a pu voir que le destin de Mikey a pris une tournure assez improbable et dramatique, quelque chose qui a été provoqué par l'achat du Concorde par Shinichiro, le faisant culpabiliser, et qui par conséquent ne lui permet pas de tenir sa promesse, et également de pouvoir veiller sur les personnes qu'il aime. Ainsi, c'est pour cela que Shinichiro Sano avait fait tout son possible pour pouvoir soulager la situation de Mikey, situation qui le poussera à faire énormément de sacrifices, comme le pointera du doigt Badji à Sanzu, s'inquiétant de la vie du premier capitaine des Black Dragons, mais également pointé du doigt par Waka, se réjouissant à demi-mot de la mort de Mikey, puisque ce dernier cite qu'il avait peur que Shinichiro Sano soit le premier à mourir. Et d'ailleurs, les paroles de Waka l'éloignent de plus en plus du rôle de déclencheur. En effet, comme on avait pu le voir au début de l'arc Boten, lorsque Takemichi a voulu revenir dans le passé pour pouvoir sauver Mikey, eh bien la volonté de Naoto de juste vouloir aider Takemichi n'a pas suffi pour pouvoir le renvoyer dans le passé. Ici, on pourrait se retrouver dans le même cas de figure pour Waka, ce qui le disqualifierait immédiatement du rôle de déclencheur. Et d'ailleurs, ce chapitre nous oriente plus sur Sanzu en tant que déclencheur. En effet, comme on a pu le voir dans ce chapitre, Sanzu reste la seule personne à vouloir se battre coûte que coûte contre Mikey, même si cela frôle un peu la psychose, et serait donc le candidat idéal pour permettre à Shinichiro de pouvoir voyager dans le passé. Et d'ailleurs, cette phrase me permet de transitionner parfaitement avec la troisième partie de cette review, celle sur la révélation d'un nouveau voyageur temporel. Alors que Wakasa tente de convaincre Shin de tourner la page et de le rejoindre pour former un gang surpuissant, les deux amis décideront dans un premier temps d'aller boire un verre afin de trinquer à la santé de Mikey. Un élément qui a pour but de changer les idées de Shin, encore bien plongé dans la tragédie qu'a vécu son petit frère. C'est donc dans cette optique que Wakasa amène le personnage dans un bar qui a l'air d'être situé à Shinjuku, et pour être plus précis à Kabukisho, au vu des hôtesses présentes dans l'établissement, mais également des lumières situées à l'extérieur de ce bar. Et connaissant le passé de Kenwaku, cela ne serait pas surprenant, car il a déjà puisé dans son expérience pour créer le manga Shinjuku Swan, inspiré de la ville nocturne de Tokyo. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est une fois arrivé sur place que l'œuvre va prendre un nouveau tournant en nous révélant l'existence d'un nouveau voyageur temporel. En effet, alors que le barman indique à Waka que l'établissement ne peut pas leur procurer de compagnie féminine, le groupe, accaparant toutes les hôtesses, parleront d'un vieil homme dans la version traduite en anglaise et d'un SDF dans la version traduite en française, qui serait un voyageur temporel, mais ne pouvant pas actuellement utiliser son pouvoir car ne bénéficiant pas d'un déclencheur. Un passage qui sera pris sur le ton de la blague par tout le monde, sauf par Shin qui tabassera l'ensemble du groupe, dans l'espoir de connaître la localisation de ce fameux personnage. Alors ici, dans cette scène, le premier élément qui a choqué pas mal de gens dans la communauté, c'est de voir Shinichiro Sano aussi déter, ou pour être plus précis, aussi violent. En effet, comment Shinichiro nous avait été décrit dans l'œuvre était quelqu'un qui était plutôt faible, qui était profondément gentil et qui ne cherchait pas forcément la bagarre. Et là, dans cette scène, on le voit super fort et tabassant des personnes sans la moindre hésitation. Et cette force que le personnage nous démontre peut s'expliquer par le fait que ce dernier a trempé dans des affaires assez louches et que par ce fait, il a pu acquérir des compétences au combat et sa nervosité et son côté impulsif peut tout simplement être rattaché au fait qu'il a connu la détresse en essayant de sauver Mikey. En somme, il fera n'importe quoi pour pouvoir sauver son petit frère, quitte à être violent avec d'autres personnes. Maintenant, en ce qui concerne notre voyageur temporel, si on se base sur la traduction anglaise, eh bien on peut dire qu'il ne pourrait pas s'agir d'Hanma. En effet, Hanma est censé être bien plus jeune que Shinichiro Sano, et donc il ne pourrait pas être de facto ce voyageur temporel. Et bien que le quartier dans lequel Shinichiro Sano et Wakasa se trouvent pourrait nous laisser penser que c'est le même quartier, en tout cas le fief de Hanma, eh bien les éléments qui nous sont donnés à cette fin de chapitre peuvent nous laisser penser qu'il ne s'agit pas de ce personnage, à part si Kenwaku nous prépare un plot twist monumental. Et si ce n'est pas Hanma, eh bien qui ça pourrait être ? Eh bien j'avoue que je n'ai pas forcément de pistes à vous proposer dans cette review, mais j'ai plutôt abordé le rôle, quel rôle pourrait avoir ce voyageur temporel auprès de Shinichiro Sano. Eh bien ici j'aurai plusieurs hypothèses à vous proposer, mais avant de vous les proposer, je vais donc poser le cadre. Pour commencer, on apprend que le voyageur temporel a besoin d'un déclencheur pour pouvoir voyager. Eh bien cela peut nous laisser penser qu'il s'agit d'un voyageur classique, un peu à la Takemichi lors de l'arc Boten, lorsqu'il cherchait un déclencheur pour pouvoir sauver Mikey, et que Naoto ne pouvait pas jouer ce rôle. Ici, il est donc très peu probable que ce voyageur temporel donne le pouvoir à Shinichiro Sano de voyager dans le temps, et donc si ce dernier ne donne pas le pouvoir de voyager dans le temps à Shinichiro Sano, eh bien que ferait-il ? Eh bien pour moi, il pourrait avoir à sa possession des informations que nous ne connaissons pas sur le voyage temporel.
En effet, à l'inverse de Takemichi où son premier voyageur temporel reste un mystère pour lui mais également pour nous les lecteurs, ce nouvel individu pourrait avoir plus d'informations sur le voyage temporel et donc nous donner des informations sur qu'est-ce qui pourrait le déclencher. De ce fait, je vois bien ce SDF où ce vieil homme donnait des informations à Shinichiro alors que ce soit consenti ou non, donc si Shinichiro fait preuve de force, peut-être qu'il serait contraint de les délivrer, et donc ce serait par ce biais que le personnage réussirait à devenir un voyageur temporel à son tour, soit en réunissant les conditions nécessaires pour pouvoir le devenir, ou soit en rencontrant une seconde personne, et là peut-être que ce serait Hanma. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis sûr que l'avancement des chapitres nous donneront plus d'informations sur ce qu'il se trame derrière ce pouvoir, ou en tout cas derrière cette capacité, et donc nous devrions être en mesure de cerner tous les tenants et aboutissants dans quelques semaines lors des prochains chapitres. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. J'avoue que j'ai un peu galéré à la tourner car mon matériel commence à partir en sucette, donc il est peut-être temps de le remplacer. Mais quoi qu'il en soit, si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et comme d'habitude à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories sur la suite des chapitres. Normalement, à partir de ce week-end, les reviews Jujutsu Kaisen vont pouvoir reprendre et également en début de semaine prochaine, je devrais vous proposer la seconde partie du bouclé sur Baji et donc sur Shifuyu. Bref, quoi qu'il en soit, en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.